Et allons plus loin dans l'entretien ce soir avec nous, Gaël Giraud, bienvenue. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et vous avez été chef économiste pour l'Agence française du développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez d'ailleurs été auditionné il y a peu au Sénat sur la manière de sortir de la crise. Le Sénat qui vient de faire 50 propositions, on n'a pas tout exactement, mais on a cet acte de décentralisation très fort. Est-ce que pour vous c'est un bon axe ? Oui, je pense que la pandémie et disons, le cafouillage incroyable qui a eu lieu dans différents organes administratifs de la France, ne fût-ce que pour avoir des masques, pour avoir des enzymes, pour faire du dépistage, a montré que le roi était nu en matière de décentralisation. Et je pense que c'est très heureux qu'on puisse avoir aujourd'hui un vrai débat, parce qu'en réalité, depuis 30 ans, on a abandonné le thème de la décentralisation, et il faut la repenser entièrement, je crois. Alors cela dit, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a deux points, à mon avis, qu'il faut souligner. Le premier, c'est ne plus mettre l'hôpital au centre du dispositif sanitaire français. Je pense que ça, c'est une très bonne idée. Celui qu'il faut mettre au centre, c'est le médecin généraliste, qui est le premier contact avec le patient et qui réoriente le patient éventuellement vers un hôpital, mais pas nécessairement vers un hôpital. Et donc là, il y a une revalorisation du métier de médecin généraliste à mettre en œuvre. Le passage pour les aides-soignantes à devenir infirmière, je pense que c'est une très bonne idée. J'ai été aide-soignant moi-même pendant 1 mois et demi, donc je sais ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a plein de situations dans lesquelles les aides-soignants posent déjà des actes qui sont très très proches de ce que fait une infirmière. Donc je crois que ça, c'est une très bonne idée. Alors en revanche, privatiser l'hôpital public, ça je pense c'est une très très mauvaise idée. C'est-à-dire que ce dont la pandémie a fait la démonstration, c'est pas du tout que le secteur public est inefficace, c'est au contraire, quand vous abandonnez le secteur public, il devient inefficace, mais parce qu'on l'a abandonné. Et donc il faut certainement pas privatiser l'hôpital public, il faut redonner les moyens à l'hôpital public de remplir sa mission de service public. La logique du Sénat, c'est aussi de dire qui décide paye, qui décide. Donner plus de liberté aux localités, aux municipalités, aux collectivités, c'est aussi plus leur donner d'argent. Tout à fait, absolument. Il faut re-responsabiliser les collectivités territoriales, leur donner les moyens, en fait, des compétences qu'on leur a attribuées, parce qu'on leur a donné des compétences sans moyens et sans responsabilité. Et donc, du coup, évidemment, elles n'ont pas assumé ces compétences. Il faut leur redonner les moyens et aussi la responsabilité, de sorte qu'on sache vers qui se tourner le jour où on n'aura pas de masque. Ce qui ne s'est pas passé ces derniers temps. Emmanuel Macron avait supprimé la taxe d'habitation qui a complètement bouleversé les finances des collectivités. Ça, c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Qui a essoré nos collectivités. Absolument, entre autres. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a la relance vue par le Sénat et puis il y a la relance qu'Emmanuel Macron, lui, veut européenne. Il s'est entretenu avec Angela Merkel lundi dernier. Il veut un accord dès ce mois-ci, dès le mois de juillet, sur le budget et sur le plan de relance économique. Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe, nous dit le président français. Vous pensez que l'Europe sera vraiment au rendez-vous de ce moment historique ? J'en suis pas sûr. Ce que je constate, c'est qu'Angela Merkel sait faire des concessions. Elle les fait in extremis avant qu'il ne soit trop tard. Donc pour la première fois depuis une trentaine d'années, l'Allemagne accepte qu'on puisse avoir de la dette communautaire. Cela dit, 750 milliards sur 3 ans, donc vous divisez par 3 pour avoir le montant chaque année, divisé par 27, ça fait des pouillèmes par pays. C'est vraiment tout à fait insignifiant par rapport à la gravité de la récession dans laquelle on est en train d'entrer. Donc le niveau n'est pas du tout le bon. Ensuite, la question des 750 milliards, c'est vont-ils être fléchés vers le vert ? S'il s'agit de recapitaliser à l'Italia en Italie, comme on a recapitalisé Air France, KLM en France, je ne vois pas tellement l'intérêt. On est juste en train de ressusciter le monde d'hier, dont on sait tous les travers. Et puis, troisièmement, comment est-ce qu'on va payer cette dette ? Parce que même si c'est de la dette communautaire, c'est de la dette. Si on exige le remboursement de cette dette en augmentant la contribution de chaque État au budget européen, on n'a rien gagné. On a gagné un tout petit peu parce que l'Allemagne, par exemple, va contribuer un peu plus que ce qu'elle va recevoir. Mais fondamentalement, on n'aura rien changé. Donc il faut lever une nouvelle ressource fiscale de manière à rembourser cette dette communautaire. Et cette nouvelle ressource fiscale, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une taxe carbone aux frontières de la zone euro. Ça peut être une taxe sur les transactions financières, depuis le temps qu'on en parle. Ça peut être une taxe sur les GAFAM. Mais il faut absolument qu'on ait ce débat et de manière démocratique en Europe aujourd'hui. Et pourtant, beaucoup parlent tout de même d'un plan historique, ne serait-ce que parce qu'on a changé de logiciel et que c'est peut-être ça la révolution, la mini-révolution qui est en train de se produire en Europe. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas sûr, je demande à voir. Si vous voulez, il faut faire attention à la distance qui peut séparer les grands discours et les belles paroles des actes effectivement mis en œuvre. Donc j'ai l'impression que depuis quelques années, on est trop habitué, y compris en France, à se fier aux paroles et aux beaux discours qui vous annoncent la fin du capitalisme, le changement radical de société, etc. Mais les actes qui sont posés ne sont pas du tout en accord avec les paroles qui sont prononcées. Je vous prends un exemple, le discours du président de la République sur la Convention citoyenne. Bon, la Convention citoyenne, à mon avis, est un extraordinaire exploit qui a été réalisé par nos 150 citoyens, tirés au hasard, qui se sont formés pendant 9 mois, qui ont accouché d'un texte absolument magnifique. Je ne pense pas du tout que l'Élysée s'attendait à un tel travail, d'une telle qualité.
Donc maintenant, l'Élysée est au pied du mur. Donc le président de la République, à juste titre, accueille les propositions et dit c'est très bien, on va aller dans cette direction-là. Mais il propose 15 milliards de dépenses budgétaires supplémentaires pour financer ce que propose la Convention. Or, on n'est pas du tout à l'échelle. C'est ridicule. C'est ridicule. On n'est pas du tout au montant. Alors, combien il faudrait? Ça dépend de la manière dont vous faites les calculs. Mais disons, France Stratégie et l'ADEME, chacune séparément, arrivent à quelque chose comme 50 milliards. Donc, on n'est pas du tout à l'échelle. Donc, si vous voulez promettre, on va mettre en œuvre la Convention citoyenne, mais ne pas aligner le budget nécessaire pour le financer, c'est juste dire on ne va pas le faire. On reviendra sur les propositions de la Convention citoyenne. Je voudrais qu'on reste encore un tout petit peu sur l'Europe. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors vous me direz, ce sont des mots, ce sont ses paroles, mais les voici. Il me semble essentiel que l'argent qu'apportera l'Europe aux pays qui font leur transition écologique soit strictement conditionné à des engagements climatiques précis, à commencer par la neutralité carbone en 2050. C'est une demande forte. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a compris que si relance européenne il doit y avoir, elle doit forcément être tournée vers l'environnement. Oui. Ça, c'est pour vous, c'est fort? Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très, très bien. Et donc, si on le met en œuvre, je serais ravi. Mais la France elle-même viole les accords de Paris de 2015 depuis 5 ans. La France elle-même ne tient pas ses engagements de réduction des émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est très bien qu'on s'y engage, mais on va porter les conséquences de l'engagement qu'on vient de prononcer. Mais est-ce qu'on peut, avec tous ces principes écologiques, environnementaux et aussi sociaux, rivaliser avec, par exemple, une Chine qui n'a pas du tout les mêmes scrupules, les mêmes états d'âme? Alors ça, c'est une très bonne question. Vous avez raison de la poser. Je pense qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre, on brise le tabou du protectionnisme et qu'on se dise, mais au fond, qu'est-ce que le libre-échange tous azimuts a apporté vraiment à l'Occident? Et ce n'est pas clair du tout. Les estimations macroéconomiques qui ont été faites pour essayer d'estimer combien ça nous a rapporté, en gros, la globalisation marchande financiarisée depuis une trentaine d'années, aboutissent au mieux, dans le meilleur des cas, à quelques centaines de milliards de dollars, ce qui est ridicule. Le PIB mondial, c'est 70 000 milliards. Donc quelques centaines, c'est vraiment des miettes. Et en plus, qui plus est, essentiellement au bénéfice de la Chine. Donc il faut s'interroger, qu'est-ce que le protectionnisme nous a apporté? En fait, pour les Françaises et les Français aujourd'hui, pas grand-chose. Parce que c'est pas vrai que les très bas salaires chinois se sont répercutés sur les très bas prix avec lesquels on a pu acheter les gadgets que nous envoient les Chinois. Non, parce qu'entre-temps, ceux qui ont fait la distribution, disons la transmission, la médiation entre la Chine et la France ont fait des marges colossales. Colossales. Et donc, en réalité, le prix n'a pas beaucoup augmenté. Et comme nous autres, on ne sait pas pour quel prix ont travaillé les travailleurs chinois, on ne se rend pas compte du tout de la marge colossale qui a été réalisée par l'intermédiation. Donc, en réalité, la très faible valeur des salaires chinois n'a pas été répercutée dans les prix. Donc, nous n'avons pas été les bénéficiaires, en premier lieu, de cette globalisation marchande. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que si on relocalisait aujourd'hui des entreprises qui sont délocalisées en Chine, ça n'est pas vrai non plus qu'on aurait une explosion des prix, à condition d'empêcher les intermédiaires de continuer d'avoir des marges colossales. C'est ça, les rentes. Alors, je me souviens, par exemple, du fait que le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, a dit « Moi, mon programme, c'est-à-dire le programme Attali, c'est de supprimer les rentes dans ce pays pour être plus efficace. » Très bien. Mais là, on a des rentes extraordinaires qui sont accumulées depuis une trentaine d'années. C'est ces rentes-là qu'il faut supprimer. Et pour le faire, il faut relocaliser. Et on peut très bien relocaliser et organiser un protectionnisme social, sanitaire, écologique, intelligent. Je parlais de difficultés pour l'Europe à s'affirmer face à des puissances comme la Chine, avec justement ces scrupules environnementaux et sociaux qui sont presque devenus un handicap. Est-ce qu'après tout, tant pis, est-ce que c'est pas à l'Europe aussi de montrer une sorte de chemin, presque justement le monde d'après? Tout à fait, vous avez absolument raison. C'est pas aussi notre rôle? Si, c'est absolument notre rôle. Je peux vous dire par expérience, comme chef économiste de l'AFD, l'Agence française de développement, que le monde entier regarde ce que fait l'Europe. Oui. L'Amérique latine a les yeux rivés sur l'Europe parce que nous restons, malgré tous nos défauts, un modèle extraordinaire pour toute une série de pays qui sont dans les Suds et qui regardent ce que nous faisons, en particulier la France. Pour toute une série de pays, nous restons la patrie des droits de l'homme aujourd'hui, même si de temps en temps nous bafouons nous-mêmes les droits de l'homme, ce qui est pas bien du tout. Parce qu'on tergiverse, parce qu'on discute, parce qu'on débat aussi au sein de notre pays, mais on montre un chemin. Vous dites qu'à l'international, on montre un chemin. À l'international, tout le monde nous regarde et nous aurions une valeur d'exemplarité extraordinaire si nous prenions enfin en main notre destinée collective pour mettre en œuvre la reconstruction écologique du pays. Ça voudrait dire que peut-être, une fois que nous aurons réglé nos propres discussions et tergiversations, le monde suivra, que finalement... Alors là, c'est caricatural. D'abord, on n'aura jamais terminé nos discussions. Ça fait partie de l'espace démocratique qu'on continue de délibérer en permanence. Simplement, il faut agir en délibérant. Par exemple, je vous donne un exemple. En 2014, on a mis en place le comité des experts pour le débat national sur la transition, sous l'égide de Delphine Batho. Les experts dont j'ai fait partie ont dressé une liste de 4 grandes familles de scénarios de transition énergétique pour la France. Alors, d'une certaine manière, le grand débat qui est devant nous aujourd'hui, c'est lequel des 4? Scénario négawatt, négatape, encre, ADEME.
Ce qui les distingue, c'est en gros le bouquet énergétique français en 2035. Et pour simplifier, la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français. Bon, on sait que ça, c'est le truc sur lequel nous adorons, nous les Français, nous bagarrer en permanence. C'est l'affaire Dreyfus. C'est très violent. Hein. C'est l'affaire Dreyfus du début du XXIe siècle. Bon. Ouais. Mais en fait, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire tout de suite sans même avoir réglé cette question du nucléaire en France. On pourrait faire la rénovation thermique des bâtiments tout de suite, en particulier la rénovation thermique des bâtiments publics. Rien ne fait obstacle au fait que nous le fassions dès maintenant, et ceci depuis 10 ans déjà. On pourrait engager un vrai programme de réaménagement du territoire pour faire l'optimisation urbaine, pour faire de la polyagriculture autour des centres urbains très denses, reliés entre eux par du train. Donc il faut réhabiliter par exemple la SNCF et le réseau de chemin de fer extrêmement dense que nous avions après 1945. Donc, tout ça, on peut le faire sans même se prononcer immédiatement sur la question du nucléaire. Et pourquoi ne le faisons-nous pas? Ah, ça c'est une grande question. Il manque la volonté politique. Juste la volonté politique ou aussi peut-être un financement, un mode de Non, financement viable? non, le mode de financement, on a mis 300 milliards d'euros de garantie publique aujourd'hui. Il n'y en a que 100 milliards qui ont été appelés, à ma connaissance, jusqu'à présent. Il en reste 200. Avec les 200, on peut très très facilement financer, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments publics en France. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Vous réhabilitez les centres-villes de toutes nos villes moyennes qui sont complètement dégradées. Vous diminuez notre dépendance au pétrole. Vous améliorez la balance commerciale et vous créez énormément d'emplois. Vous créez en moyenne 15 emplois par million d'euros investis. Et donc, comme ça doit vous coûter quelque chose comme 6-7 milliards par an sur 2-3 ans, vous créez au moins 500 000 emplois, voire 1 million d'emplois sur 3 ans, ce qui est colossal. Si on revient sur les... Pardon. Non, je vous en prie. Si on revient sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron a écarté la taxe de 4% sur les dividendes pour les investissements dans le vert, dans l'écologie. Vous dites qu'il a fait une erreur ? Oui, il a fait une erreur. Je pense que si vous voulez, c'est un problème de fond depuis une quarantaine d'années. Hein. La globalisation marchande et le capitalisme financiarisé dans lequel nous sommes entrés, en réalité, a rompu les amarres avec le capitalisme tout court. Au sens où nous avons donné tous les pouvoirs à des grands corps d'actionnaires, par exemple les fonds communs de placement, qui n'épousent absolument pas la logique des entreprises dans lesquelles ils investissent, qui sont simplement en attente d'un rendement sur action, quoi qu'il arrive. Alors, il se peut que l'entreprise ait des soucis qui sont tout à fait légitimes, par exemple parce que la conjoncture n'est pas bonne. Alors, ces grands groupes d'actionnaires s'en fichent complètement et exigent, quoi qu'il arrive, du 10% de rendement sur action par an. Dans une économie qui n'a pas de croissance, c'est juste impossible. Donc, ça oblige les entreprises à faire des opérations qui n'ont absolument aucun sens d'un point de vue économique. Par exemple, elles s'endettent pour racheter leurs propres actions sur le marché actions et faire des cadeaux à leurs actionnaires. Oui, mais quand on fait ça, ça n'a plus aucune relation avec la logique du business réel de l'entreprise dans l'économie réelle. Bon. Et donc, cet actionnariat-là tue le capitalisme, en vérité. Et donc, il y a un moment où il faut l'arraisonner et se dire, mais nous, on veut protéger nos entreprises, en particulier en France. On veut protéger, au fait, même le capitalisme d'il y a 30 ans a besoin d'être protégé. Et pour ça, il faut mettre des barrières à l'hubris de cet actionnariat-là. Alors, si on refuse de taxer les dividendes, on est juste en train de donner le signal que ça va continuer d'être Noël tous les jours pour cet actionnariat-là. Et pourtant, Emmanuel Macron nous dit que justement, ça ne freinera pas les investissements, qu'on a besoin des investissements. Il essaye de réconcilier économie de marché et écologie, ce qui, sur le papier, paraît un peu incompatible. C'est vrai, on a besoin absolument d'investissements, je suis d'accord avec vous, et on est en sous-investissement depuis une vingtaine d'années, en particulier en France, investissement public et privé. La grande difficulté, c'est que l'obstacle majeur à l'investissement privé en France aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on n'ait pas fait suffisamment de cadeaux aux actionnaires. On en a fait tellement. Bon. Non, l'obstacle majeur, c'est le surendettement privé. Alors, on parle beaucoup dans les médias du surendettement public. Et on n'a pas complètement tort. C'est vrai qu'on a beaucoup de dettes publiques. Mais la dette privée, c'est beaucoup plus grave que la dette publique. Et en plus, elle est beaucoup plus importante que la dette publique. Avant la pandémie, on était à 99% du PIB de dette publique. Bon, on va passer à 120 à peu près. Mais en dette privée, on était à 130. Avant la pandémie. Alors, je ne sais pas à combien on va passer, peut-être 150 aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on est beaucoup plus endetté dans le secteur privé que dans le secteur public. Or, quand vous avez un État qui a beaucoup de dettes, c'est compliqué, mais il peut continuer d'investir en vérité. Il n'est pas mort. Le Japon a 250% du PIB de dette publique, les Japonais ne sont pas morts. En revanche, une entreprise qui a trop de dettes, d'abord n'arrive plus à rembourser ses dettes et certainement ne peut plus investir, parce qu'aucune banque n'est prête à lui prêter pour qu'elle investisse. Et donc, la fin de l'investissement en Europe depuis une vingtaine d'années, c'est pas qu'on n'a pas été assez sympa avec les actionnaires, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre le problème du surendettement privé de nos entreprises. Du coup, et j'en termine là sur ma démonstration, l'urgence des urgences aujourd'hui pour sortir de la déflation dans la zone euro, c'est pas d'obliger les États à se désendetter coûte que coûte. C'est pas l'austérité budgétaire qui ne résoudra rien en termes de dette publique. Si vous regardez la Grèce, on a infligé une cure d'austérité budgétaire incroyable à la Grèce en 5 ans. On a diminué le PIB de 25%, on a diminué tous les salaires de 25%, etc. Mais le ratio dette publique sur PIB en Grèce est le même aujourd'hui qu'en 2010, au début de la crise de la dette publique grecque.
180%. Ça n'a rien changé. Donc, l'austérité budgétaire ne résout rien sur la dette publique. Donc, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut au contraire que l'État continue d'investir pendant que le secteur privé se désendette. C'est ça l'urgence, c'est de désendetter le secteur privé. Déleverager, comme on dit dans l'anglais des marchés. Une fois que le secteur privé s'est désendetté, il peut monter à bord du grand projet de reconstruction écologique de la France, et à ce moment-là, l'État se retire et lui se désendette après coup. Mais vous voyez, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. En exigeant que l'État se désendette d'abord, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, et ça ne marche pas. Et là, on est en train de s'enfoncer dans la déflation. Et le Japon, lui, il est tombé dans la déflation il y a 25 ans. Il n'arrive toujours pas à en sortir. Et moi, c'est ce que je crains pour l'Europe aujourd'hui. C'est que l'austérité budgétaire, qui a l'air d'être une espèce de mesure de bon sens, Pierre Moscovici l'a rappelé, quand on a des dettes, on paye ses dettes. Mais je suis d'accord avec ça. Sauf que quand ça nous fait mourir, il vaut mieux ne pas payer ses dettes tout de suite. Il vaut mieux reporter à plus tard le moment de payer ses dettes pour continuer d'investir dans le grand plan de la reconstruction écologique appelé de ses voeux par la Convention citoyenne. Et ensuite, une fois que le privé pourra monter à bord, l'État se désendettera. On va sortir des questions économiques, on va prendre un petit peu de hauteur. Vous êtes aussi prêtre jésuite, peut-être que peu de gens le savent. Je voudrais donc votre regard spirituel sur ce que nous vivons, parce que c'est quand même assez particulier ce qu'on vient de vivre. Ce virus microscopique qui terrasse la planète, pour vous, c'est une leçon pour l'être humain qui finalement est tout petit et a tendance à l'oublier? C'est vrai, je pense que c'est une grande leçon spirituelle qui a été en partie tirée d'ailleurs par le pape François dans les différentes allocutions publiques qu'il a données pendant la pandémie, mais qui au fond était déjà écrite dans la Laudato Si, la grande encyclique de 2015 sur l'écologie. C'est-à-dire, ce dont nous avons fait l'expérience, c'est que nous détruisons les écoumènes naturels dans lesquels nous vivons, ce qui nous rapproche d'un certain nombre d'animaux qui sont porteurs de virus face auxquels nous n'avons aucune immunologie. Typiquement la chauve-souris, qui est porteur de tous les coronavirus. Alors il y a un animal de médiation, donc, le pangolin, et précédemment c'était la civette palmée, etc. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on se rapproche de plus en plus d'animaux que nous ne connaissons pas. Et ça, pourquoi? Parce que nous, par exemple, nous pratiquons la déforestation de manière systématique, ou nous détruisons nos écoumènes, ce qui nous rapproche de ces animaux. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'hubris d'une humanité qui n'accepte pas qu'elle puisse avoir en face d'elle une nature, une création, dans le langage chrétien, qui lui parle et à qui elle peut parler, et dont elle doit prendre soin. Donc ça, c'est une hubris. Et qui lui est même peut-être supérieure. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Qui est son alter ego et son interlocutrice. Voilà. Bon. C'est-à-dire, il faut rompre avec une anthropologie. Si vous voulez, c'est l'anthropologie de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Vous voyez, cet homme qui est comme ça, dans un triangle et un cercle. Cet homme-là, d'abord, c'est un homme mâle. Il n'y a pas de femme. Il est dans une solitude métaphysique totale. Il ne connaît pas les femmes comme représentation de l'humanité. Vous voyez, il est blanc. Les autres peuples de la planète n'existent pas. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de malades. Donc il est en bonne santé, il est adulte. Et la nature n'est pas là. Donc il est dans une solitude métaphysique absolue. Et qu'est-ce qui lui reste comme support? La géométrie, dans son triangle, son cercle, et la toute-puissance de la science. Le contrôle, en tout cas. Le contrôle, la maîtrise, voilà. Et donc c'est cette anthropologie-là, la solitude métaphysique de l'homme mâle blanc, le carno-phallogocentrisme, ça c'est un terme de Jacques Derrida. Carnot, il mange de la viande, et vous aurez remarqué que c'est en général les mecs qui ont du mal à arrêter de manger de la viande, alors qu'il faudrait, du point de vue écologique. Phallogo, parce que dans phallogo, il y a phallus, donc c'est la phallocratie. Et logo, parce que c'est cette supériorité prétendue des Européens à cause du logos grec qui les rendrait les seuls apôtres si vous voulez, de la rationalité universelle, ce qui n'est pas vrai. Bon. Et donc le carno-phallogocentrisme européen, c'est ça dont il faut se déprendre aujourd'hui. C'est ça dont il faut sortir. Et le virus, le coronavirus, nous montre qu'en réalité, nous sommes d'une fragilité insigne, que nous dépendons des écoumènes naturels avec lesquels nous vivons, et que la création est une vraie interlocutrice qui nous parle. Elle nous parle à travers ce virus. Et au fond, si vous réfléchissez une minute, elle nous a parlé de manière très bienveillante. Parce que nous allons nous rendre compte, malheureusement, dans quelques mois, sauf s'il y avait une grande deuxième vague terrible cet automne, mais que finalement, le virus aura tué beaucoup moins que le confinement. C'est-à-dire la très mauvaise réponse que nous avons apportée à la pandémie. Et que certains pays ont réussi à éviter. Taïwan, la Corée du Sud, le Vietnam, qui est quand même pas un pays très développé, la Thaïlande, ont échappé complètement au confinement. Et dans ce monde d'après qu'on commence à observer, qu'on est peut-être en train de vivre, est-ce que vous sentez une remise en question de l'homme, de son arrogance, de son sentiment de supériorité, de surpuissance? Est-ce que vous sentez qu'on est à un virage, à un tournant, ou est-ce qu'en fait on est déjà tombé dans les anciens travers et que la crise n'aura pas servi à nous améliorer, nous? Non, je crois pas. Je crois que du côté, on pourrait dire, il y a deux France qui ont vécu le confinement. Il y a la France, pour caricaturer, un des CSP+, qui a plutôt apprécié le télétravail, qui s'est rendu compte qu'elle pouvait très bien travailler chez elle, en particulier dans sa maison de campagne dans le Vexin, par exemple, et qui en fait n'a plus envie de retourner au bureau aujourd'hui. Bon.
et qui se verraient bien travailler en province dans un atelier, un ensemble, un espace de coworking. Vous voyez. Et puis vous avez les autres qui ont souffert terriblement pendant le confinement. Certains sont allés bosser sans masque, sans gel, ont pris des risques pour les autres Français. Donc pour eux, le confinement, ce n'était pas du tout une partie de plaisir. Et cela, ce n'est pas l'écologie qui est venue en tête, et ce n'est pas la remise en cause de cette anthropologie-là que je décrivais à l'instant qui devient première. Pour cette partie-là de la France, c'est trouver un boulot, la survie, la sécurité de l'emploi, la sécurité tout court, etc. Bon. Et donc, il ne faut pas se tromper. Les CSP+, se sont radicalisés du côté de l'écologie et certainement sont en train, en ce moment, de sortir de cette vision anthropologique de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, pour ceux qui étaient encore habités par ça. Typiquement, l'homme éduqué, mâle, urbain, centre-ville. Bon. Mais le reste de la population est dans une problématique complètement différente. Mais on est dans une situation complètement schizophrénique. Vous vous rendez compte de la complexité du message à interpréter pour nos responsables politiques, puisque c'est à eux d'agir pour les mois, les années qui vont suivre. Quel est le message qu'ils doivent retenir de cette crise ? À mon avis, le message, c'est que la réponse à la question sociale, c'est l'écologie. L'écologie n'est pas une contrainte de plus. L'écologie, la reconstruction écologique crée plus d'emplois que le monde d'avant. Je donne un exemple simple. Dans le monde d'avant, les chiffres que nous avons sur l'emploi ne sont pas exacts. Pourquoi ? Parce qu'ils ne tiennent pas compte du travail partiel, du travail à temps partiel. Si vous teniez compte du travail à temps partiel, nous avions 30% de chômage avant la pandémie. Et nous en allons avoir beaucoup plus après la pandémie. Donc en réalité, le monde d'avant était incapable de fournir du travail à tout le monde. Absolument incapable. Ressusciter le monde d'avant ne résoudra aucun des problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. En revanche, la reconstruction écologique, ça crée des emplois. Ça donne du sens à votre boulot. Donc vous sortez des bullshit jobs au centre de Graeber qui rendent malade tout le monde. Et évidemment, ça ne peut se faire que si vous accompagnez par la formation professionnelle ceux qui aujourd'hui sont coincés dans les secteurs condamnés. L'aéronautique avec le kérosène, la voiture thermique au pétrole, etc. Donc ces gens-là, il faut les accompagner vers des métiers qui ont du sens et qui dessinent la société que nous voulons, une France zéro carbone en 2050. Et c'est peut-être un message à Emmanuel Macron qui est en pleine spéculation pour un remaniement. Merci infiniment en tout cas Gaël Giraud d'avoir fait cet entretien avec nous.